Oui, je sais, c'est un titre aguicheur, mais il est vrai. Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les géométries qui se cachent derrière les plus beaux tableaux de l'histoire de l'art. Nous allons aujourd'hui parler d'un tableau immense et choquant conservé au musée du Louvre et qui nous surprend encore aujourd'hui par sa taille colossale, par son thème tragique et pour ses pyramides cachées. Regardez-moi cela. Avec ses 4,91 mètres de hauteur pour 7,16 mètres de largeur, ce tableau fait la taille de 35,16 au mètre carré. C'est la taille d'un studio ou même d'un 2 pièces à Paris. L'artiste qui l'a peint, Théodore Géricault, avait dû louer un grand atelier ne serait-ce que pour avoir l'espace de placer la toile. Quel est le sujet représenté? Regardons la toile. Sur un navire plutôt approximatif, et c'est un euphémisme, plusieurs personnes se retrouvent au milieu de la mer en tempête. Leur regard montre de la peur, de l'excitation, du désespoir, puis de l'espoir. Il est vrai qu'ils sont tous entourés des corps morts d'autres marins, peu chanceux, mais tout de même, quelqu'un a l'air d'appeler au secours sur la droite. Appeler qui? Ah oui, regardez bien, il y a un petit point là-haut, oui, il faut un peu le chercher, qui semblerait être un autre navire. Mais donc, de quoi s'agit-il? On est en 1816, c'est la Restauration. Alors, on ne parle pas ici de la gastronomie, c'est juste que la France vient de revenir à la monarchie, donc une nouvelle forme de gouvernement, après l'empire de Napoléon. Cela a par conséquence de propulser la vieille garde monarchique, donc l'aristocratie qui était restée fidèle à la royauté et qui avait été plus ou moins exclue du pouvoir depuis la Révolution 27 ans auparavant, au premier rang de l'armée. C'est donc un certain Hugues du Roi de Chaumareix auquel revient le commandement de la frégate française, la Méduse. Elle est censée voyager vers le Sénégal avec des colons et des soldats. Oui, à l'époque, le Sénégal était une colonie française. Que pourrait mal se passer, vous vous demandez? Eh bien, après 25 ans sans avoir vu l'ombre d'un navire, ce capitaine n'est pas très compétent et fait échouer la Méduse sur un banc de sable à une soixantaine de kilomètres des côtes africaines. Un banc de sable, c'est juste en fait du sable qui, à la place de se trouver plusieurs mètres en dessous de la surface de la mer, se trouve à quelques mètres seulement en dessous de la surface. Et donc juste le navire, il va contre le banc de sable et il s'échoue là-bas. Il ne peut plus bouger, il est encastré. On pourrait penser vraiment que c'est juste du hasard ou de la malchance. Mais en fait, pas du tout, parce que ce banc de sable était très connu à l'époque et signalé sur les cartes maritimes. Le navire est donc perdu et il faut se sauver. Faute aux inégalités sociales, et si vous avez vu Titanic, vous savez déjà de quoi je parle, les riches s'échappent en premier sur des chaloupes de sauvetage. Et les autres se retrouvent à devoir fabriquer un grand radeau en demandant de se faire traîner avec des cordes jusqu'aux côtes par les chaloupes de l'aristocratie. Ce qui, évidemment, ne se passe pas comme prévu. En effet, 150 personnes s'embarquent sur ce navire de fortune. Et c'est lourd, 150 personnes. Si lourd qu'après avoir essayé sans succès de les traîner, les chaloupes décident juste tout simplement de laisser le radeau à la dérive. Revenons au tableau maintenant. Je vous avais dit 150 personnes. Vous en voyez autant? Non, je sais. C'est parce que après l'abandon, les choses partent un peu en vrille. Sans eau potable, les naufragés sombrent dans l'alcool. Oui, parce qu'ils en avaient plusieurs caisses et c'était le seul liquide potable. Mais un groupe de gens sous l'effet de l'alcool pourrait, vous voyez, ne pas prendre des bonnes décisions lors d'une crise, vous savez. Et donc, il y a des mutineries, des tueries, et puis, à la place de pousser les cadavres hors du navire et de faire un cadeau aux poissons, eh bien, ils décident de calmer leur faim, en fait. Mais vous aviez sûrement deviné parce que vous avez lu la titre de la vidéo. Ils restent et ils résistent donc à la dérive pendant 13 jours, du 4 au 17 juillet. Et ce jour-là, un nouveau navire, l'Argus, retrouve seulement 15 personnes en vie. Ce dernier, le Argus donc, avait été envoyé par M. de Chaumareix, l'incompétent capitaine, non pas pour les sauver, mais pour récupérer de l'argent et des matériaux précieux de l'épave de la Méduse. Le hasard fait que, lors de sa route, l'Argus se trouve à croiser le radeau. Et des 15 survivants qui restent donc, 5 de plus périront sur l'Argus des séquelles de leur naufrage. L'opinion publique, quand cette histoire arrive à la presse, est scandalisée. Tout y est.
des femmes et des hommes forcés à commettre des atrocités à cause du manque de compétences manifestes d'un vieux royaliste. Le capitaine subira d'ailleurs un procès et finira sa vie dans la déchéance totale. Et l'image du nouveau pouvoir royal en place en France en sort quand même assez endommagée. En 1817, donc à la recherche d'un sujet pour son prochain tableau, l'ambitieux Théodore Géricault, âgé de seulement 26 ans à l'époque, décide de peindre une nouvelle toile sur ce sujet très contemporain, en profitant du coup du scandale dont tout le monde parle. Il se documente, il se renseigne et il arrive jusqu'à avoir des entretiens avec 2 des survivants pour savoir exactement comment il était fait ce radeau. Son tableau majestueux est une réussite et gagne l'attention du public ainsi que celui de la critique, même si les sujets macabres lui empêchent de voir son tableau acheté par l'État, un procédé qui était réservé aux meilleurs peintres de l'époque. Mais comment a-t-il organisé son tableau ? Eh bien, c'est justement là que Géricault utilise des pyramides. Regardez-les. Il y a, cachées dans la structure de la composition, 2 grandes pyramides contraposées, symétriques et contraires l'une à l'autre. Une à gauche et une à droite, composées des lignes invisibles aux yeux mais qui deviennent évidentes dès qu'on les souligne. Dans celle de gauche, on voit la peur sur les visages, la force de la tempête en cours, l'ombre de qui pense que tout est perdu. Dans celle de droite, on remarque pourtant l'espoir, l'énergie vitale qui porte les plus audacieux à agiter une chemise déchirée au vent dans l'espoir de se faire remarquer par l'Argus. Les pyramides sont les polyèdres les plus solides et résistants. Un parallélépipède peut être incliné par rapport à son axe par les forces de la nature, un peu comme un gratte-ciel qui subit la force du vent. Une pyramide, non. Elle restera rigide et solide même si soumise au déchaînement des éléments. Une pyramide est d'ailleurs souvent choisie dans l'histoire de l'art car elle permet de cacher dans une représentation une rigidité statique. C'est l'expression d'une forte affirmation qu'on fait et les pyramides sont d'ailleurs associées aux émotions. Regardons mieux. Quelles sont les émotions ici ? D'un côté à droite, l'espoir grandissant des rescapés s'exprime dans une séquence de corps empilés les uns sur les autres vers la silhouette de l'Argus, à peine visible. C'est la pyramide du répit tant entendu, de la lumière à la fin du tunnel, d'un nouvel espoir naissant. De l'autre côté, à gauche, vous assistez au doute, à l'effroi obscur de qui songe à la fin de tout, au désespoir. Les corps des naufragés sont, cette fois-ci, encastrés dans une pyramide de bois, de cordes, presque pris au piège, entre le vent et la tempête. Leurs visages sont obscurcis par cette sombre émotion qui semble nous dire que leur destin est immuable et qu'ils sont destinés à succomber. On pourrait se dire qu'on a assez de pyramides. Et pourtant, Géricault a réalisé un autre personnage en dehors de ces 2 constructions. Il s'agit d'un homme assez âgé qui, pensif, tient son visage avec sa main. Cet homme, c'est la pyramide cachée parmi les pyramides cachées. Il est là, il regarde ailleurs, en s'isolant de ses camarades. Il nous interpelle et il semble être, lui aussi, spectateur de son destin, comme nous le sommes de ce tableau. Son regard réflexif et introspectif nous pousse à réfléchir au destin de ces hommes, aux crimes qu'ils ont été forcés de commettre, à la punition qu'ils méritent ou à leur récompense pour avoir survécu, plutôt. Dans chaque chef-d'œuvre, il y a un élément de génie qui sort du lot. Ici, on a une excellente composition, un mélange de romantisme et d'actualité, des émotions, des pyramides et ce regard qui nous implique dans l'histoire, qui nous guide dans la réflexion et dans la réception de ce tableau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette balade dans ce tableau, dans ces pyramides et dans sa sombre histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. À la revoyure!